Alors avant d'attaquer les sollicitations simples, rappelons les différentes hypothèses dont on aura besoin pour formuler la théorie de la résistance des matériaux. Euh, la première hypothèse, on l'a déjà vue, elle concernait la géométrie des poutres. Donc on peut la rappeler rapidement ici. Donc on travaille toujours avec des poutres droites, c'est-à-dire dont la ligne moyenne est droite. Donc la ligne moyenne, c'est la ligne qui passe par le centre de gravité de chacune des sections droites de la poutre. Section droite, ça veut dire qu'il reste perpendiculaire à tout moment à la ligne moyenne. Donc chaque section est perpendiculaire à la ligne moyenne et passe par son centre de gravité grand G. De plus, la poutre possède un plan moyen de symétrie, un plan moyen, c'est-à-dire c'est le plan qui passe par G par l'axe moyen. Donc ce plan est un plan de symétrie pour la section et contient les charges qui sont appliquées sur la poutre. Donc la poutre se déplacera toujours dans ce plan moyen. Autre hypothèse donc, concernant les matériaux doivent être homogènes et isotropes. Donc un matériau homogène, c'est un matériau dont la composition physico-chimique est la même en tout point en tout point, en tout volume élémentaire considéré au sein de la poutre. Et un matériau isotrope est un matériau dont les propriétés mécaniques sont les mêmes dans toutes les directions. Alors cette propriété n'est pas vraie pour tous les matériaux, notamment pour le bois, qui, de par sa composition fibreuse, n'a pas les mêmes caractéristiques suivant la direction considérée, axiale, radiale ou tangentielle. On parlera alors de comportement, on dira que le matériau est orthotrope dans le cas du bois. Autre hypothèse concernant les déformations. On considérera qu'on est dans le domaine des petites déformations. C'est-à-dire que une conséquence de cette hypothèse sera que tous les calculs seront menés dans la configuration initiale. Poutre avant déformation, ici la poutre après déformation, on voit que le support de la force F n'a pas changé. Contrairement ici au cas où on se place en grande déformation, le support a été décalé. Et donc si on fait cette hypothèse que le support ne change pas, on pourra faire le calcul dans la configuration initiale, considérer les forces dans la configuration initiale avant déformation. L'hypothèse de Navier-Bernoulli, elle nous dit que toute section droite, c'est-à-dire plane et perpendiculaire à la ligne moyenne avant déformation, reste plane et perpendiculaire à la ligne moyenne après déformation. Si on est en petite déformation, on voit que les sections restent planes et perpendiculaires à la section et qu'il n'y a pas de gauchissement après déformation. En revanche, dans le cas des grandes déformations, on voit que la section n'est plus perpendiculaire et qu'on a un gauchissement. Et à ce moment-là, la théorie n'est plus valable dans ces cas de grande déformation. Dernière hypothèse, on considérera que le matériau est élastique linéaire. C'est-à-dire que, à l'image d'un ressort, si on tire dessus avec une force F, eh bien le déplacement petit u engendré est proportionnel à F. F est proportionnel à U. F est égal à K fois U. Donc dans un graphe, F est égal à K fois U, c'est l'équation d'une droite passant par l'origine. K est appelé la raideur du matériau. Donc on a la même chose pour une poutre ou pour n'importe quel élément que l'on étudiera. Donc une poutre par exemple, soumise à un effort F se déplaçant de U, on a un comportement élastique entre F et le déplacement U. En deçà d'une force limite bien sûr, qu'on appelle la force élastique, puisqu'après on a un comportement qu'on appelle plastique et qui n'est plus réversible. C'est-à-dire que si on relâche l'effort, on aura une déformation permanente. En termes d'effort local et de déformation locale,
on obtient le même type de diagramme qu'on appelle le diagramme contrainte-déformation. Donc on verra un petit peu plus tard ce qu'on appelle la contrainte en mégapascal et la déformation epsilon exprimée par exemple en pourcent ou en pour 1000 ou en 10-6. Eh bien, on a une relation de proportionnalité entre sigma et epsilon. E est appelé le coefficient de proportionnalité est appelé le module de Young ou module d'élasticité longitudinale. Une petite erreur d'orthographe ici, module de Young avec un Y.